Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct. C'est le live Paris Match qui reprend avec cette rentrée. Bonne rentrée à toutes et à tous sur parimatch.com. Vous avez dû lire ces derniers temps dans Paris Match que nous vous attendions pour une émission en direct au moment de la rentrée. Nous y sommes, c'est la rentrée. Évidemment, ça ne vous a pas échappé depuis lundi. Les élèves, les étudiants, les familles, vous qui nous regardez, vous avez certainement un enfant en âge d'aller à l'école et effectivement, vous-même, vous vous posez un certain nombre de questions. Autour de la table, nous avons réuni avec Paris Match un certain nombre d'invités que je vais vous présenter dans un petit instant, des spécialistes, des personnalités qui, justement, connaissent parfaitement cet univers-là de l'éducation pour s'interroger et nous donner aussi, avec leurs constats, un certain nombre de conseils et d'exemples, de solutions aussi. L'éducation, quel avenir pour l'éducation ? Nous allons justement entendre ensemble leurs avis, leurs analyses de spécialistes. Mais avant de vous les présenter encore une fois, je me tourne vers Olivier Royan. Bonjour Olivier. Bonsoir Olivier, le directeur de Paris Match, de la rédaction de Paris Match. Ces lives, c'est pas une nouveauté. On a été finalement parmi les premiers. Et c'est important pour ce magazine de l'actualité. C'est important Philippe, bonsoir à tous et bienvenue chez nous. À Levallois, au quartier général de Paris Match. Alors, Paris Match va dans près de 2 ans, va fêter son 70e anniversaire. Et dans la promesse des pères fondateurs du journal, quand il a été créé, c'était le grand magazine de l'actualité mondiale. On n'a jamais renié cette vocation avec nos équipes sur le terrain, puisque cette semaine encore, on est à peu près dans 4 ou 5 points chauds de la planète. Et en même temps, on a toujours voulu accompagner les tendances, les grandes interrogation de la société française. C'est pour ça que le journal est parfois surnommé l'album des Français. Alors ça fait maintenant 15 ans que le Paris Match n'est pas simplement un magazine que les Français découvrent dans les kiosques le jeudi matin, c'est devenu une marque multimédia. Et évidemment, ce live, cette télévision un peu de demain qui nous permet d'être en direct sur le site parimatch.com, nous permet d'aller au contact de nos lecteurs et d'une grande audience. C'est pour ça que je suis ravi. C'est vrai qu'on n'a pas obligé d'attendre la semaine suivante pour prendre la parole et c'est ça qui est formidable avec les plateformes numériques sur lesquelles nous sommes extrêmement présents. Alors évidemment, dans le sondage à paraître demain, on a un sondage important qui est de quoi parlent les Français. Il y a chez nous quelque chose de fondamental. Où est la société française ? De quoi elle parle ? Quels sont les grands débats ? Eh bien, on voit que la rentrée scolaire, c'est l'une des principales préoccupations des Français. Je suis un père de famille, j'ai vu mes 2 enfants rentrer à l'école, au lycée, hier et avant-hier. Donc évidemment, ça me touche au premier plan. Comme tous les Français. Alors là encore, on est allé, au fil des années, on est allé sur le terrain. On a fait l'histoire des écoles qui allaient fermer. On a fait dans les années 60 l'histoire d'un professeur. Et puis, on est allé récemment au contact, dans le 93, je crois, sur la vie d'un professeur. Quel était le métier de professeur aujourd'hui ? On a vu à quel point il fallait dépasser les clichés, à quel point c'était une profession extraordinaire, difficile, au contact d'une réalité qu'on ne soupçonne pas. Et en fait, c'est ce qu'on veut voir un match. C'est à la fois la réalité du terrain et puis le savoir. Mesdames, messieurs, vous êtes aujourd'hui là avec nous, avec nos lecteurs, pour nous permettre d'aller au-delà des apparences, accepter de nous dire les choses telles qu'elles sont, parce que je pense que match, c'est ça. D'abord, la France telle qu'elle est, la vie telle qu'elle est, et c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est du parler vrai, du parler franc, au-delà simplement de la parole du ministre qu'on a eue dans le journal cette semaine. Le parler vrai, merci Olivier Royan. Le parler vrai, nous allons l'avoir avec, entre autres, Frédéric Dabi, qui est le directeur général adjoint de l'IFOP. Nous l'aurons aussi avec, à côté de vous, Frédéric, le professeur Jean Pawlewski, qui est aussi le président des éditions Economica. Vous, le professeur spécialiste d'économie et de finance. Vous connaissez les élèves et les étudiants, évidemment. Et puis, Anne Coffinier, qui est la directrice générale de la Fondation pour l'école. À côté de vous, Philippe Colléon, le directeur général d'Academia, qui fête ses 20 ans cette année. On va y revenir. Vous publiez aussi un livre blanc que tout le monde, vous qui nous regardez, vous pouvez vous procurer. Comprendre, ça s'apprend évidemment. On va en parler. Vous êtes le directeur général d'Academia, je le disais à l'instant. Et puis, on travaille ensemble. Vous êtes partenaire aussi de Paris Match sur toutes ces questions justement d'éducation. Et enfin, Catherine Bréchignac, vous avez été pendant quelques années la présidente du CNRS. Vous êtes générale, puis présidente. Absolument. Et vous êtes depuis déjà quelques années la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Vous aussi, vous êtes sollicité par le monde entier pour des interventions, pour transmettre le savoir. Eh bien, on vous écoutera aussi sur cette question qui nous réunit ce soir. Avec 350 ans sur les épaules.
Oui, c'est pas votre âge, c'est l'âge de votre académie, effectivement. Et ça montre le poids, justement, du savoir et de la connaissance et l'importance. C'est pour ça que nous sommes ensemble pendant 45 minutes, ici sur parimatch.com, pour se poser la question: quel avenir pour l'éducation? Allez, avant de faire un tour de table, avant de vous entendre, Olivier, je sais que tu es appelé par l'actualité, donc on va te remercier d'avoir introduit ce moment-là, et on va te laisser justement rejoindre la rédaction et l'équipe de Paris Match. On va essayer de positionner nos équipes sur cet événement qui survient dans l'Atlantique, qui est le cyclone Irma. Et donc, on a une équipe qui s'est positionnée aux alentours de Saint-Barth et de Saint-Martin, et puis on prend position aussi en Floride. Ça semble comme ça un événement météorologique, mais je pense qu'une fois qu'il va arriver en Floride, ça va être aussi, peut-être du côté de Mar-a-Lago et du côté de Palm Beach, ça va devenir un événement politique, et on va retrouver cette dimension du dérèglement climatique. Merci en tout cas. Merci à toi, Olivier. On te laisse rejoindre justement l'équipe de Paris Match. Allez, Frédéric Dabi, on plante le décor. Nous avons réalisé en association, je le disais tout à l'heure, avec Academia, qui nous accompagne sur toutes les questions d'éducation, et avec vous qui dirigez justement le directeur général adjoint de l'IFOP, ce sondage sur les Français et l'école. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, c'est un sondage auprès du grand public. On aurait pu s'intéresser seulement aux parents d'élèves, mais comme le disait Olivier Royan, la rentrée, l'école, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. On a interrogé donc pour Paris Match 1000 Français, un échantillon, une sorte de mini-France qui a été interrogé du 16 au 18 août. Et ce qui en ressort quand même, Philippe, c'est des perceptions qui sont assez anxiogènes, marquées sur l'école, sur l'institution scolaire, par une double inquiétude. D'abord, c'est la première question, une inquiétude sur la capacité de l'école à s'adapter à l'enfant. Il y a un problème d'adaptabilité, puisqu'une majorité de Français, 56%, ce n'est pas non plus énorme, mais 56% considèrent que l'école n'est pas adaptée aux enfants, à leurs enfants. Et on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, il y a un clivage générationnel assez prononcé. Plus on est âgé, plus on aura le sentiment que l'école n'est pas adaptée à son enfant, aux enfants. Les parents d'élèves sont quand même un petit peu moins inquiets de ce point de vue-là. Deuxième élément d'inquiétude, le sentiment que l'école n'est pas en capacité à préparer au métier de demain. Seul un tiers des Français ont le sentiment que l'école prépare bien au métier de demain. Et là, pas de différence entre les Français, l'ensemble des Français, et les parents d'élèves. Mais je nuançais tout de suite ce résultat qui pourrait paraître inquiétant. Cette inadaptation est à nuancer. Lorsqu'on interroge les Français dans toutes les enquêtes de l'IFOP, et l'IFOP n'a que 79 ans, mais nous posons souvent ce type de questions, lorsqu'on s'intéresse aux priorités, aux missions assignées à l'école, la transmission des connaissances, la transmission des savoirs prime toujours sur la préparation à un emploi, même dans un contexte de crise et de chômage de masse. La logique de transmission l'emporte toujours sur une logique d'insertion. Voilà, c'est le premier enseignement, une inquiétude quand même sur la capacité de l'école à préparer au métier de demain, à s'adapter à l'enfant. Deuxième... Au moment où vous parlez justement, je le dis pour ceux qui nous regardent, qui nous ont rejoints, vous êtes nombreux. D'ailleurs, on fera un point tout à l'heure avec Benoît Leprince qui n'est pas loin et qui a un œil sur le nombre d'internautes qui sont là. Sur l'écran, justement, apparaît ces tableaux pour que vous qui nous regardez, vous ayez une idée justement des pourcentages et de ce que ça représente. Alors, peut-être des chiffres ? Oui, alors un deuxième enseignement qui est un peu en lien avec cette inquiétude. Dès qu'il y a de l'inquiétude, il y a le sentiment de déclin et le sentiment de nostalgie, d'un âge d'or de l'école d'avant et qui est très marqué générationnellement, plutôt pour les personnes les plus âgées. Mais on voit très bien qu'un tiers seulement des personnes interrogées a le sentiment que les enfants apprennent mieux aujourd'hui à l'école qu'eux-mêmes au même âge. C'est le fameux c'était mieux avant, et même les parents sont sur cette ligne-là. Et puis, on a testé toute une série de mesures. Il y a une mesure qui est absolument repoussoire, c'est le projet de suppression des devoirs à la maison. Alors ça renvoie à l'idée d'école idéale, ça renvoie aussi à un élément de réassurance des parents, de bien vérifier ce que font les enfants, de s'insérer dans un monde scolaire au sein desquels ils sont par définition exclus. Et cette suppression des devoirs à la maison est repoussée par 3/4 des Français que nous avons interrogés. Alors, nostalgie, âge d'or, ça ne veut pas dire non plus fermeture des personnes que l'on a interrogées à une certaine modernité. Nous avons testé l'idée de l'utilisation des outils numériques, les tablettes, les ordinateurs. Est-ce que ça permet aux enfants de mieux apprendre, de mieux acquérir des connaissances? Et là, on a un jugement massif, une très nette majorité, je crois que c'est 70%,
plébiscitent ces nouveaux outils numériques. Et puis, dernier renseignement, l'école, l'éducation, c'est aussi un sujet politique. Il y a eu des ministres qui ont été particulièrement décriés. Là, il semble que le nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer, la question n'a pas été posée, mais je fais référence aussi au tableau de bord IFOP fiducial pour Paris Match. Il semble qu'il s'apprête à avoir plutôt des retours positifs sur son action. Il est encore pas très connu des Français, mais on sent qu'il a en possibilité d'être particulièrement apprécié, comme l'était dans le passé Jack Lang. Toutes les mesures que nous avons testées, toutes les mesures avancées par ce nouveau ministre sont plébiscitées. 86% des Français favorables à la réduction du nombre d'élèves dans les classes de CP et de CE1. 83% favorables à une réforme du baccalauréat. Un sapin de mer, on en parle depuis, je crois, 30 ou 40 ans. Et puis, 71% pour le retour de la semaine de 4 jours en primaire. Et là, on voit que c'est politique. La première mesure annoncée au début du quinquennat de François Hollande, c'était la semaine de 4 jours et demi. Ça a été plutôt mal perçu par les Français et par les parents. Plutôt donc un a priori favorable pour ce nouveau ministre. Merci Frédéric Dabi, vous pouvez intervenir évidemment au fil de cette rencontre. Allez, on va écouter Anne Coffinier, la directrice générale de la Fondation pour l'école, puis on vous entendra aussi Philippe Colléon réagir à ces chiffres, parce que forcément ça fait écho à ce que vous voyez depuis 20 ans, 1 million d'élèves, c'est le chiffre, c'est important, et quel enseignement. Alors Anne Coffinier, qu'est-ce que ça vous inspire à la fois ces chiffres, ces commentaires, il est question de la concentration, je résume, du temps d'attention, il est question de l'utilisation du numérique. Vous, avec la Fondation, à travers la Fondation pour l'école, vous avez des expériences diverses et variées que vous soutenez, que vous encouragez. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire devant ce qu'on vient d'entendre ? Si on parle de ces sondages, on voit qu'il y a un malaise très fort des parents en particulier, mais plus largement de la société, puisque c'est un sondage qui touche toute la société, à l'égard de l'école. Donc il y a une grave insatisfaction. Et on la retrouve dans les chiffres, il y a 40% des enfants qui sont en échec profond à la fin du CM2. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des enfants qui ont le plus grand mal à suivre un collège, à s'insérer dans la société, à vivre en étant à peu près à l'aise, en ayant les éléments pour mener leur vie. C'est un chiffre qui est proprement scandaleux. C'est un chiffre auquel on ne devrait jamais, en fait, accepter de s'habituer. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ? On fait des réformettes. Et les chiffres ne décollent pas, ne bougent pas, rapport sur rapport, qui disent que c'est toujours le même chiffre. Donc, moi, je crois qu'il y a une chose qui est très simple, c'est que le système français, c'est une machine à classer, c'est une machine qui fait peur, c'est une machine qui blesse beaucoup de gens, qui casse beaucoup de gens, mais surtout, c'est un système qui est complètement monolithique. Il y a l'éducation nationale qui a 83%, et puis il y a l'enseignement sous contrat qui, de toute manière, applique la même chose. Les mêmes programmes, les mêmes professeurs, les mêmes diplômes, les mêmes livres. Donc, en fait, il n'y a pas le choix, il y a une manière de faire. Pour moi, la solution, et on le voit dans l'expérience des écoles indépendantes, c'est tout simplement la diversité des offres, la diversité des écoles, c'est-à-dire en fait de laisser la place à ce qu'on peut appeler la société civile, les initiatives de terrain, les initiatives des professeurs, qui peuvent être dans le public, dans le privé, qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent être dans une logique de préceptorat, d'école à la maison. Vous savez que dans plein de pays, à commencer par les États-Unis, c'est une solution aujourd'hui qui se développe énormément, notamment en se servant du numérique. Donc en fait, il y a plein de solutions variées qui fonctionnent. Et pourquoi elles fonctionnent ? Parce qu'elles ont beaucoup plus de chances d'être adaptées aux besoins, aux aspirations, aux talents, aux capacités de chaque enfant. Le système français, c'est un système qui est très politisé en ce sens qu'il a d'abord réfléchi par rapport à des objectifs politiques. La fameuse massification, la fameuse démocratisation et puis la fameuse égalité des chances. Ça passait par l'idée de mettre tout le monde dans la même boîte. Si le vrai souci, c'est de transmettre les connaissances et de pouvoir faire des citoyens libres, éclairés, capables de mener leur vie, il faut absolument qu'on s'intéresse enfin, et c'est en fait ce que dit M. Blanquer, à l'efficacité des différentes solutions éducatives, des différentes pédagogies, etc. Donc les écoles indépendantes, c'est ça. Je pense que c'est une expérience qui peut vraiment apporter sa contribution au paysage d'ensemble. Je pense aux écoles Espérance Banlieue, dont on a pas mal parlé. Maintenant, il y a les écoles Espérance Ruralité, qui apportent aussi une solution innovante dans cette fameuse France périphérique qui est notamment décrite par Christophe Guilluy.
Donc il y a des milliers et des milliers, maintenant il y a 1400 établissements qui existent, et rien que cette année, il y aura une centaine d'établissements de plus qui vont ouvrir, sans aucun financement public. Je crois que c'est une vraie chance pour donner enfin une possibilité d'avoir une variété de réponses accessibles au plus grand nombre, pour avoir une chance de répondre à chaque talent et de permettre à chaque talent de s'épanouir. Anne Coffignon, on peut rentrer dans le détail. Hein. Vous avez donné les grandes lignes, on vous a compris, une philosophie que vous soutenez, que vous défendez, beaucoup d'indépendance. Des exemples qui marchent, justement. Sur votre site, j'ai vu, vous diffuser une vidéo, hein, celle pendant TEDx, de Ramini Ranzanghi, qui parle justement, qui témoigne, hein, et qui explique comment ça se passe du côté de Columbus aux États-Unis. Alors, voilà un exemple. En fait, ce qui est assez fantastique, c'est que dans le mouvement des écoles indépendantes, vous pouvez trouver des styles éducatifs radicalement différents. Je pense par exemple, Ramin Faranghi, c'est tout le mouvement des écoles démocratiques, c'est quasiment une non-école, hein, c'est quasiment l'explosion du système d'école française. Donc il faut voir si ça marche, il faut tester, il faut évaluer. Parce que là aussi, la contrepartie naturelle de la liberté, c'est quand même d'évaluer. Donc en France, on est dans un système où on est très verrouillé sur les moyens, les méthodes pédagogiques, et pas du tout évalué sur les résultats des enfants. Donc, nous, ce que nous voudrions, c'est une grande liberté des formes d'école, des approches pédagogiques, des programmes, de la formation des professeurs, mais être comptable sur des standards nationaux, être comptable des résultats. Donc, un peu le système inverse. Donc, si je prends des exemples qui marchent, pour René, par exemple, cette semaine, ça fait la une de la presse. Vous prenez Puy du Fou Academy, c'est un système qui est intéressant. C'est une jeune école indépendante qui a décidé de faire des méthodes très classiques le matin. Bon, l'école qu'on a toujours connue, mais avec beaucoup de rigueur. Et l'après-midi, la formation sérieuse avec des équipes très pros à tous les métiers de l'art de la scène qui sont pratiqués au Puy du Fou. Ça va à la fauconnerie, à l'équitation de spectacle, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de sens, qui ont besoin de s'engager dans un projet. Academia connaît bien ça aussi, en ayant un projet global et en y adhérant de tout son cœur. Je crois qu'il y a une chose qui est complètement antinomique de l'école d'aujourd'hui, c'est le terme d'aventure. Je crois que la jeune génération, la fameuse génération Z, elle veut du sens. Elle veut une vie unifiée. Elle veut pas absolument du fric. Elle veut pas absolument rentrer dans un moule. Non, elle veut faire sa vie, en être fière, et une vie qui corresponde vraiment à elle, qui soit sa vocation profonde et personnelle. Eh bien, les écoles indépendantes, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. C'est de faire des écoles qui soient capables d'amener les jeunes jusqu'au bout de leur aventure. Et qui leur donnent ce goût d'aller toujours à la fine, à la plus fine, enfin à l'extrême pointe d'eux-mêmes. D'être extrêmement ambitieux par rapport à leurs rêves et finalement de les réaliser. Alors ça passe par beaucoup de rigueur. Il ne faut pas croire que c'est bisounours, pas du tout bisounours, mais un grand respect de la vocation personnelle de chaque personne, de chaque enfant. Merci Anne Coffignon. Philippe Colléon, alors vous qui représentez finalement le numéro 1 du soutien scolaire, qu'est-ce que vous pensez à la fois de ces résultats, allez, deux questions, de ces résultats du sondage réalisé avec l'IFOP sur les Français et l'école, et de ce regard sur l'indépendance et la nécessité finalement d'innover en matière d'éducation? Alors, je vais essayer de répondre à la fois au thème de cette réunion qui est quelle école pour demain, et commenter le sondage et ce que vous venez de dire qui était vraiment passionnant. J'ai envie de dire, Academia, on a effectivement 20 ans, on fête nos 20 ans, c'est 1 million d'élèves qu'on a suivis, ce qui veut dire à peu près 1,5 million de parents qu'on a côtoyés. Et je veux dire, notre regard aujourd'hui, de dire qu'on est face, je dis la société, à un nouveau défi, un énorme défi, quand on regarde l'éducation non pas par rapport aux problèmes de l'éducation nationale, mais par rapport aux parents, mais surtout par rapport aux enfants. On est, et Anne le mentionnait, face à une nouvelle génération, qu'on appelle cette fameuse génération Z, née depuis, je crois, 95 à maintenant, et qui ne ressemble absolument pas à la génération précédente, la génération Y, cette génération Z qu'on appelle les digital natives. Et cette génération n'a rien à voir du tout avec les générations antérieures, comme le propre de différentes générations. Mais elle a ceci de particulier que c'est une génération qui veut aller très très vite, qui a très peu de temps. Effectivement, on parlait de sens. Je vous donne un exemple. En 8 secondes, aujourd'hui, un enfant décide si quelque chose l'intéresse ou pas. Il zappe. C'est une génération zapper. Son temps de concentration et d'attention est de 12 minutes. D'accord ? Ils pensent, cette génération-là, que l'école que 7% pensent que l'école est adaptée à son mode d'apprentissage.
qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui d'apprendre via Internet, via ça. Donc, je veux dire, on est face à un défi qui est de dire, toutes les générations précédentes, c'est-à-dire comment un enfant s'adapte à l'école, à l'éducation nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est de dire, est-ce qu'aussi l'école ne doit pas aussi s'adapter à cette génération-là? Sinon, on va assister à un décrochage total, où effectivement, les enfants, on voit, s'ennuient. Les enfants, alors on va garder toujours cette élite, mais le décrochage qu'on constate, et en termes d'enquête PISA, de toutes les enquêtes, et même, j'ai envie de dire, sociétales, répond justement à cette génération qui attend autre chose. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'elle attend. C'est quoi les réponses? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, elle attend de la vitesse, elle veut aller vite, elle veut comprendre vite. Elle veut plus apprendre, elle veut comprendre. C'est très très différent. Aujourd'hui, effectivement, elle est en quête de sens. Elle veut qu'on lui raconte des histoires. Mais je reviens sur cette notion de comprendre. Donc la mission de l'éducation, c'est pas seulement la transmission du savoir, c'est aussi expliquer et faire que l'enfant comprenne. D'accord. Y a une. Aujourd'hui, il est connecté avec le monde. J'adore cette expression de. Enfin, c'est pas une expression, c'est l'exemple de Michel Serres, qui est le mot maintenant. Tenant dans la main. Le mot maintenant, c'est tenant dans la main. Avant, c'était je vais bêcher. Maintenant, tenant dans la main, je tiens un outil. Qu'est-ce que tiennent nos enfants aujourd'hui dans la main? Ils tiennent le monde. C'est-à-dire, ils tiennent un iPhone, un téléphone portable qui les connecte avec le monde. Donc aujourd'hui, même la relation entre l'enseignant et l'enseigné est complètement différente, que ce soit à l'école ou même dans le monde supérieur. C'est que très vite, un élève peut dire à l'enseignant, non, vous trompez, la production de riz en Russie, etc., etc. Donc la relation est très très différente. Donc, je regarde, nous, notre réflexion chez Academia, qui est de dire, effectivement, comment peut-on mieux répondre à cette génération par rapport à ses attentes. Je pense pas qu'on puisse les changer, les mettre dans le moule ancien. Donc il faut qu'on fabrique un nouveau moule, une nouvelle relation à l'enseignement. Encore une fois, de sens. Ce sont des enfants malgré tout passionnés, qui peuvent se passionner, mais il faut aller vite. Il faut leur parler autrement. Et en même temps, effectivement, on doit les préparer au monde de demain. Alors, si vous me laissez encore 2 minutes, c'est quoi les préparer au monde de demain? C'est quoi ce monde de demain? On voit que le monde du travail, les relations dans le monde du travail sont en train aussi d'être modifiées. Le monde du supérieur est en train de s'adapter à ce monde du travail. L'école, elle, a du mal à bouger. C'est vrai qu'à un moment, quand on regarde les photos d'une classe il y a 50 ans et maintenant, il y a peut-être que la couleur qui a changé, mais pas énormément de choses. Donc, simplement, ce que veulent les enfants aujourd'hui, c'est maîtriser ce qu'on appelle 4 langages et 3 compétences. C'est quoi ces 4 langages? C'est maîtriser sa langue maternelle. Effectivement, chacun doit maîtriser un peu la langue maternelle, les mathématiques qui forment l'esprit. Je pense que Madame reviendra dessus. L'anglais, langue universelle. On est l'avant-dernier pays de l'OCDE à parler anglais. Et quand on interroge les enfants, aujourd'hui, ils préfèrent apprendre l'anglais que le français. Bizarrement, c'est pas le cas des parents, mais les élèves aujourd'hui veulent apprendre l'anglais. Et puis le prochain langage universel, qui est la programmation informatique, le codage, là où aussi en France on est énormément en retard. Donc ça, ce sont les langages universels que chacun aura besoin demain. Et puis il y a les compétences. Compétences, c'est apprendre à travailler ensemble. Peut-être que l'école ne fait pas assez le travail collaboratif. C'est apprendre le leadership, l'expression orale. Voilà, on voit que d'autres pays là-dessus développent beaucoup plus je pas de science, mais en tout cas ces compétences. Et puis, dernier point, l'engagement. On a une génération qui veut s'engager, que ce soit dans l'humanitaire, dans l'écologie. Donc, elle a besoin effectivement, à travers l'engagement, aussi de sens. Donc, on essaye, nous, à travers le soutien qu'on apporte, ou parfois à travers nos écoles, d'apporter ces compétences. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais je pense qu'il faut compléter l'enseignement. L'exemple que vous avez cité depuis Dufour est un excellent exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réussite, il y a des réussites. Il y a des enfants qui peuvent rester 8 heures assis sur une chaise. Il y en a d'autres, au bout de 4 heures, ils ne tiennent plus, ils n'écoutent plus. Voilà. Donc il faut pouvoir proposer des solutions individualisées à chacun pour faire qu'effectivement, il n'y ait pas 40% des gamins sur le carreau à la fin du CM2 et puis qu'on ait une élite de 4000 ou 6000 élèves par an alors qu'ils sont 800 000 sur la ligne de départ. Merci Philippe. On reviendra sur les exemples et sur ce livre blanc que vous publiez, Comprendre, ça s'apprend. Catherine.
Bréchignac. Beaucoup de choses ont été dites là. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que vous avez envie de revenir sur un certain nombre de points. Oui. On avait prévu d'échanger ensemble sur votre... parce que je l'ai testé, enfin je vous ai entendu et on avait envie de vous entendre pendant des heures et des heures nous raconter la science, les sujets très compliqués. Vous avez un sens de la pédagogie. Alors avant de parler de votre sens de la pédagogie, qui est aussi un des sujets quand on parle de l'avenir de l'éducation, cette façon de transmettre, qu'est-ce que vous inspire ce qu'on vient de dire là maintenant? Alors, merci Philippe d'abord de toute façon de m'avoir invité. Oui, c'est très intéressant ces deux interventions parce que je crois qu'il y a un mot qu'on a oublié qui est le mot instruction. On parle toujours d'éducation à l'école et on a oublié le mot instruction. Je crois qu'il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. L'instruction, c'est le transfert de connaissances. Et ça, il y a des connaissances de base qu'il faut transférer. Vous avez parlé des mathématiques, vous parlez des langues, vous parlez... Bon, c'est important, cette transmission du savoir. Et puis de l'autre côté, il y a l'éducation, et l'éducation est beaucoup plus personnelle. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir les qualités émergentes de chacun. Alors, certaines, c'est des qualités intellectuelles, d'autres des qualités plus manuelles, d'autres des qualités artistiques, etc. Et les enseignants aujourd'hui, qui sont des gens absolument exceptionnels, sont pris entre les deux, c'est-à-dire doivent s'occuper individuellement des enfants d'un côté, et de l'autre côté, d'avoir cette instruction collective, parce que l'instruction, quand elle est collective, elle a un côté positif parce qu'il y a un côté social dans cette instruction collective. On voit comment les uns les autres peuvent s'entraîner, s'entraider pour apprendre, parce que c'est pas si simple que ça d'apprendre. Et donc, les professeurs sont pris entre les deux. Et donc, il est très important d'avoir des classes pas trop nombreuses, donc il y a un nombre adéquat où justement le professeur a la possibilité d'avoir ce côté individuel avec chaque enfant et de l'autre côté cette instruction collective. Et le plus que j'ai trouvé dans l'intervention qui n'est pas le public mais justement ces écoles autres que le public, c'est d'essayer aussi d'avoir cette approche qui soit un peu plus individualisée pour les enfants, bien évidemment dans le cadre d'un enseignement laïque auquel personnellement je tiens énormément. Donc il y a ce côté important d'avoir les deux, l'instruction et l'enseignement. Alors ensuite, dans les fondamentaux, il est sûr qu'il faut apprendre des fondamentaux aux enfants, ça c'est important. Ce qui est un point clé, c'est que le savoir ne fait que croître, et surtout en sciences. C'est-à-dire les sciences, la connaissance scientifique ne fait que croître, elle est cumulative. Vous ne pouvez pas tout d'un coup dire on oublie tout et on va tout redécouvrir. C'est pas possible. Vous pouvez le faire sur le plan artistique, sur d'autres plans, mais sur le plan scientifique, c'est pas vrai. Vous êtes obligé d'avoir quelque chose de cumulatif. Et cette science, cette connaissance cumulative fait que la quantité de savoir est de plus en plus importante. C'est ça qui conduit à cette difficulté de transmettre et d'essayer de transmettre le savoir, parce que autrefois, il y a mettons 200 ans, on pouvait encore dans un esprit avoir à peu près toute la connaissance. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous êtes obligé de vous spécialiser. Et donc, c'est là aussi l'autre enjeu du système éducatif, c'est comment faire que chacun puisse apprendre là où il va être le meilleur pour donner le meilleur de lui-même. Et donc, dans cette spécialisation du savoir, il faut savoir quand est-ce qu'il faut le faire, où est-ce qu'il faut le faire, à quel moment. Et c'est un des points extrêmement importants parce que, justement, la science est cumulative. Et puis, le troisième volet, c'est les nouveaux outils pour apprendre. Alors, les nouveaux outils pour apprendre, moi, je les trouve tout à fait exceptionnels. Et je crois qu'il faut les utiliser au maximum, sauf qu'il faut penser à une chose. Si vous prenez un enfant jeune qui ne sait rien, vous le mettez dans une bibliothèque où vous avez tous les savoirs autour, il n'apprendra rien. Il n'apprendra rien, il a beau avoir tous les livres à sa disposition, il n'apprendra rien. Il n'apprendra pas à l'écrire, il n'apprendra pas à lire, il n'apprendra rien. Et bien c'est la même chose. Vous prenez un enfant, vous le mettez devant un ordinateur et il n'apprendra pas beaucoup plus que celui qui va se trouver seul dans une bibliothèque. Donc il faut toujours des médiateurs, des professeurs, des enseignants, des personnes qui font passer le savoir. On a besoin, le savoir se transmet par l'humain. Et ça, c'est très important. Alors, les nouveaux outils vont nous permettre de nous
de nous mettre dans différents endroits. On n'aura plus nécessairement les écoles comme autrefois, toutes fermées, avec un prof, le tableau noir, etc. Et le professeur pourra aussi dire ce qu'il ne pouvait pas dire autrefois, c'est de dire je ne sais pas, mais je vais chercher. Et comment apprendre à trouver la connaissance sur une quantité de connaissances effroyable, enfin extraordinaire plutôt, que vous avez sur le net. Mais cette connaissance, elle n'est pas toujours triée. Et là, le rôle du professeur, le rôle de l'enseignant va être d'apprendre à trier et apprendre aux jeunes à trier l'information. Et surtout, de lui redonner un esprit critique. Alors après, il peut être rapide, il peut rester 8 heures devant un ordinateur, ou il peut rester une demi-heure parce que c'est son attitude d'être très rapide. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit adapté aux enfants. Merci Catherine Bréchignac. Professeur Jean Pawlewski, vous qui êtes aussi le président des éditions Economica, vous publiez un nombre, une somme de savoirs dans le domaine scientifique, économique, financier, votre spécialité depuis quelques années, puis vous intervenez dans le monde entier, Harvard, enfin on ne va pas citer l'ensemble des pays dans lesquels, et de ces établissements illustres dans lesquels vous intervenez. Quand vous entendez parler de la génération Z, de la façon d'enseigner et de transmettre, vous pensez à quoi dans ce que vous faites au quotidien, vous qui justement êtes dans cet univers de la transmission? Moi, je m'intéresse surtout à l'université. Les écoles, c'est assez loin de moi, sauf par l'intermédiaire de mes enfants, qui sont dans l'éducation nationale, enseignants, donc en contact avec les jeunes. Dire que les jeunes, surtout, apprennent moins aujourd'hui qu'avant, je ne crois pas. Ils ont à apprendre beaucoup, beaucoup plus que nous, mais c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut trier, avec Philippe Colléon, sélectionner et adapter. Donc, une fois l'école terminée, une fois le baccalauréat obtenu, dans des proportions que je trouve un peu excessives en France, et dire qu'on doit avoir tel pourcentage au nom de quoi? De quels critères? Et pourquoi faire? Est-ce qu'il ne faut pas intervenir bien avant et orienter les élèves des lycées vers des disciplines, les formations qui correspondent au mieux à leurs préférences, à leurs capacités. Mais une fois terminé, on s'oriente vers, bien sûr, les grandes écoles où la sélection est totale. Personne ne discute de ça. Et personne n'ose donner une directive pour dire « vous devez accepter 50 étudiants de plus ». Dans quelle école on pourrait faire ça? Aucune. Par contre, à l'université, c'est un peu différent. Dans certaines disciplines, en sciences, mathématiques, là, il y a une sélection. Est-ce qu'on peut imaginer un étudiant qui n'a pas le niveau de le mettre dans une université scientifique? Qui pourrait le faire? D'abord, l'étudiant n'ose pas y aller. Par contre, on peut orienter des étudiants vers des disciplines où on ne forme à rien. Au mieux, on les forme pour inscription au chômage. Et si vous permettez juste, j'ai une chance folle d'assister à la rentrée universitaire dans une grande université à Moscou. Il faut savoir que depuis des temps immémoriaux, la rentrée scolaire universitaire a une seule date, le 1er septembre. Aucune importance du jour, dimanche ou lundi. Quelle importance? C'est la rentrée solennelle. Et donc, le recteur, les doyens, les directeurs arrivent, exposent en quelques minutes. Vous êtes là, aux étudiants. N'oubliez pas
que vous êtes en concurrence entre vous. Vous êtes en concurrence avec les autres facultés et universités russes. Mais, ce qui est encore plus important, vous êtes en concurrence avec toutes les universités du monde. Et donc, concurrence généralisée. Parlant des langues que vous avez soulevées, le recteur dit tout simplement, il va de soi que l'anglais ne compte pas. C'est acquis. La seule question est de savoir quelle autre langue vous allez apprendre. Mais on ne parle pas de l'anglais, c'est fait. Et donc, dans la cérémonie magnifique, ils ont d'ailleurs fait chanter aussi parce qu'il y avait mes filles qui étaient là et moi, et ils ont fait des chansons en français pour nous saluer, tout simplement. Et quelque chose d'absolument, mais exceptionnel. Un étudiant apporte une clé énorme et dit, voilà la clé de la connaissance. Et les étudiants qui sont en première année, qui arrivent, eh bien, ils sont tellement émus, ils embrassent la clé, parce que c'est la connaissance. Et donc, la soif, pas seulement d'apprendre, pas seulement de s'instruire, mais connaître, accéder à la connaissance. Merci professeur. C'est au fond un très bel exemple avec ce souvenir très imagé que vous racontez. On avait le sentiment d'être avec vous. C'est au fond, pour vous résumer, c'est rajouter ce goût de l'excellence, cette envie de l'excellence, cette envie d'apprendre pour être le meilleur. Alors j'imagine que évidemment Catherine, quand on parle des sciences, ce mot-là résonne chez vous. Philippe aussi, à travers cet enseignement et Anne. Alors Anne, vous avez pris pas mal de notes, hein. J'ai vu ça, vous avez envie d'ajouter un point, et puis on vous entendra aussi, Philippe et Catherine, sur cette passion de l'excellence, cette envie tout de suite, cet éveil de l'excellence. Moi, je suis une grande admiratrice du système russe, donc je buvais ces paroles, et je crois que on parlait de la diversification et de la spécialisation propre à notre époque. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais c'est aussi un grand mal, en ce sens que l'université, les études supérieures se sont détachées de la recherche de la sagesse, donc de la recherche de la connaissance, de ce qui fait sens profondément pour nos vies. Et chacun est dans son petit secteur et fait ses petites recherches avec des professeurs extrêmement spécialisés qui leur font cours sur le dernier sujet de leur thèse, et tout se parcellise. Et donc on comprend plus ce qu'on fait, on perd le sens. On perd le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas simplement alimentaire, avoir un beau poste demain, mais quelque chose qui va changer votre vie, qui va changer votre pays, ou qui va vous permettre d'entrer peut-être même dans les grands noms qui ont fait avancer l'histoire de l'humanité. Donc je crois qu'il faut renouer avec cette ambition intellectuelle, mais qui n'est pas une ambition d'orgueil, mais qui est une ambition de sens, qui est une ambition aussi d'aventure, c'est-à-dire de renouer l'histoire de l'apprentissage, de l'instruction comme de l'éducation, avec une aventure humaine totale, qui est à la fois personnelle pour son pays, parce qu'il y a aussi cette dimension en Russie qui est très forte et qui a disparu en France. Il y a une vraie fierté de faire avancer, par exemple, le niveau universitaire russe, par exemple, et puis plus largement au niveau de l'humanité. Je crois qu'il faut recouvrer cette espèce d'ambition d'apporter quelque chose, de savoir qu'on est toujours des débiteurs, hein, on est forcément des débiteurs, hein, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, et donc se dire nous devons rendre, nous devons apporter à notre tour dans cette histoire de l'humanité. Et si on arrive à donner cet esprit de passion, cet esprit de sens, alors les jeunes se disent oui, ça a du sens et moi je veux bien travailler. Alors que trop souvent, ils ne voient pas l'intérêt. Trop souvent, ils sont dans l'ennui parce qu'on a coupé toute forme de sens. Oui. Avant de vous entendre, Philippe, et peut-être aussi de conclure, parce qu'on me fait signe, ça passe vite. Un mot. Oui, Catherine juste, je rebondir sur ce que vous avez dit, parce que c'est tout à fait excellent. C'est-à-dire que moi aussi, je suis une grande adepte de l'enseignement russe, et l'enseignement russe est très intéressant vis-à-vis de l'enseignement français. Pour une chose, c'est que c'est des enseignements qui vont pousser le côté, je dirais, analytique le plus loin possible. Et c'est pour ça que l'école mathématique française et l'école mathématique russe sont deux écoles qui sont tout à fait exceptionnelles, parce que justement, on a ce goût de la perfection, cette beauté des mathématiques, cette
cette envie d'apprendre et de comprendre l'amour des mathématiques est quelque chose de très fort chez les Français et de très fort chez les Russes, et c'est exactement dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'est vraiment dans l'esprit d'avoir la connaissance, parce que on parle de la connaissance utile, et c'est très bien, mais il y a aussi la connaissance, pour le plaisir de comprendre et de savoir, et ça aussi c'est très important de redonner le goût de cette connaissance, et pour cela je pense que ce qui serait important, c'est d'avoir aussi un peu plus d'enseignement de l'histoire des sciences. Pas de comment la pensée s'est construite, comment l'histoire des sciences s'est formée, pourquoi est-ce qu'ont fait les uns et les autres pour arriver à comprendre et avoir cette science cumulative qui progresse et qui ne fait que croître, parce que vous avez prononcé cette phrase que Newton a prononcée, et même c'était encore avant, voilà exactement, on est sur les épaules de géants, c'est parce que justement cette science est cumulative, et que elle a quelque chose de magnifique, c'est que l'humanité a une envie de transmettre, et que cette humanité elle est globale, et c'est une envie collective de tous les êtres humains. Donc c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'il faut à tout prix préserver. Alors, les épaules de géants, je ne vais pas reciter cette phrase que vous avez magnifiquement reprise l'une et l'autre. Philippe Colléon, vous avez vu passer en 20 ans 1 million d'élèves qui ont suivi justement vos programmes de formation, de remise à niveau, d'accompagnement. Vous en publiez d'ailleurs un livre, Comprendre, ça s'apprend. Là, on a évoqué une autre dimension qui est importante, peut-être l'éveil chez l'enfant du savoir, lui donner le goût de l'excellence. Ça, c'est un point aussi qui compte, et que vous avez vu et que vous intégrez aussi dans votre pédagogie. C'est clé, je crois qu'on ne soupçonne pas le potentiel qu'a chaque enfant. Si on sait le captiver, l'intéresser, lui donner ce sens, on voit combien d'enfants, entre guillemets, en échec, qui, parce qu'ils rencontrent le bon enseignant, la bonne pédagogie, j'irais comme une fleur, se révèlent. Après, sur votre question sur l'excellence, il y a des excellences. Il y a des excellences académiques. Je vais prendre un autre angle, et j'ai beaucoup aimé vos propos, mais une forme d'élite. C'est quoi l'élite scolaire? Et je vais faire un parallèle par rapport, par exemple, sur les gens qui inventent un peu le monde, je parle d'un point de vue presque économique, le monde, les Facebook, les Google, etc. Si on regarde les 15 inventeurs de ce monde américain, les 15 sortent de ce qu'on appelle la Ivy League, les Harvard, les Stanford, etc. Si on prend en comparaison les 15 Français, qui aussi marquent cette génération-là, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, le président de Blablacar, qui a fait une grande école. C'est-à-dire que notre système universitaire en France ne détecte pas les talents qui correspondent aussi, ces autres talents, qui parfois correspondent, ce qui fabrique le rêve de la société, le monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'à un moment, effectivement, dans les sciences, en mathématiques, on a un système de sélection très précis, de filtres très précis, que dans d'autres domaines, on est trop monolithique dans notre sélection, et que les talents ne franchissent pas forcément les bonnes barrières. Donc je pense qu'à un moment, notre rôle, c'est effectivement de pousser pour dire, il n'y a pas un talent, mais il y a des talents, il n'y a pas une façon de réussir, il y a des façons de réussir. Ses études, sa vie, c'est cette diversité. Et la vraie diversité vient justement de l'individualisation. Accepter qu'un enfant, chaque enfant est unique et peut avoir un parcours et un destin différent. Alors Philippe, juste un mot, on a de l'élitisme dans les sports, on a de l'élitisme en musique, on a de l'élitisme partout. Il faut, à mon avis, diversifier et puis essayer de dire à chacun, réussissez là où vous êtes le meilleur. Philippe Colléon, encore un mot, je vous ai lu. Et alors, il y a plusieurs phrases qui sont fortes et qu'on peut retenir. Justement, quand il s'agit de s'interroger sur l'avenir de l'éducation, vous dites à un moment donné, il faut que l'école entre rapidement dans le XXIe siècle. Alors, quand vous avez quel délai, quelle attente? C'est pour demain, c'est pour après-demain? Le XXIe siècle, on y est. Donc ça urge. Votre phrase, elle est récente. Hein. Oui, mais on y est dans le XXIe siècle. Je suis pas sûr qu'effectivement l'école y soit.
Je pense qu'à un moment, effectivement, ce qu'on essaye simplement de dire, et je vois que notre ministre encore récemment a dit l'éducation n'est ni de gauche ni de droite. J'ai envie de dire, l'éducation aussi, elle est ni publique ni privée. Elle appartient aux citoyens. Qu'à un moment, et merci d'avoir organisé ce débat, de mettre des gens, que chacun peut apporter une contribution. Je pense qu'il n'y a pas plus forte cause que l'éducation comme cause nationale, comme enjeu clé pour l'avenir, et qu'il y a tellement de bonnes expériences dans le privé, dans le public, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui peut-être à se poser et dire ça marche. Et ben ce qui marche, on va essayer de le développer, de le reproduire. Donc on est en France que sur des systèmes expérimentaux. Mais on n'arrive pas à sortir, et encore une fois, c'est pas un problème de privé, de public, de parapublic, c'est qu'une question de volonté d'essayer de reproduire ce qui marche. Alors, il y a beaucoup d'expériences innovantes. À la limite, quand on entend zéro travail à la maison, on voit que les Français sont pas pour. Bonne chance. Et puis, si on peut contribuer, voilà. Nous, on est une société, on est privé, mais on a un sens aussi de nos devoirs. Et tout ce qu'on pourra apporter en contribution pour faire améliorer les choses, on le fera avec le plus grand plaisir et avec vraiment beaucoup de sens. Philippe Colléon, votre livre, on peut se le procurer, il est gratuit. Comprendre, ça s'apprend. Au moment où je vous le montre justement, la couverture de ce livre, elle s'affiche sur l'écran. On peut se le procurer tout simplement dans l'ensemble des agences, du réseau d'Academia, mais aussi sur votre site internet. Merci d'avoir été avec nous. On va vous applaudir parce que apparemment vous avez été plus de 300 000 dans ces 45 minutes. Je me tourne vers Benoît Le Prince avec quelques signes, pas loin de 300 000, ce qui est bien et ce qui est aussi la preuve que cette question de l'éducation, elle est permanente, elle est essentielle. Alors, on va applaudir Anne Molly, qui est avec nous, absolument. Philippe Colléon, Catherine Bréchignac, Frédéric Dabi et le professeur Pawlewski. Merci d'avoir été avec nous. Je pose le micro, je vous applaudis et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, vive l'école et bonne rentrée.